Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le développement durable en quelques mots. Le développement durable est en général présenté à l'aide de définitions qui cherchent à en couvrir tous les aspects. La plupart d'entre elles sont donc un peu abstraites, et ne sont souvent parfaitement compréhensibles que par ceux qui ont déjà bien compris les enjeux et les principes de ce développement. Dans le chapitre 5, nous donnons une définition de ce type très largement utilisée, et qui constitue un repère historique important. Dans ce premier chapitre, nous avons choisi de présenter le développement durable en indiquant ses principes et en expliquant comment y contribuer. Cette présentation peu savante ne permet pas de comprendre toute la richesse de la notion et la complexité de sa mise en œuvre, mais elle devrait aider le lecteur à en cerner les contours. Elle permet d'aborder la suite de l'ouvrage en terrain connu, et notamment de comprendre l'importance relative des différents courants de pensée et événements qui ont conduit à l'émergence de cette notion. Plusieurs types de développement. C'est peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale que le terme développement a été utilisé en langage courant pour exprimer les progrès réalisés par un pays. Voir chapitre 2. Depuis, le développement a très souvent été évalué en termes économiques, notamment par l'accroissement de la production ou de la consommation. Pour être précis, il faut dans ce cas utiliser l'expression développement économique ou croissance économique. Par contraste, l'expression développement humain a été proposée au début des années 1990 pour exprimer un développement économique accompagné de progrès social. À peu près à la même époque, l'expression développement durable a été popularisée pour décrire un développement économique accompagné de progrès social et associé à la protection de l'environnement. L'adjectif durable signifie que ce type de développement vise à améliorer la condition humaine de façon continue sur le long terme. Le développement économique, le progrès social et la protection de l'environnement sont en effet indissociables. Négliger l'un de ces thèmes conduirait tôt ou tard à l'échec sur les deux autres et finirait donc par interdire toute avancée positive pour l'humanité. Pour s'en convaincre, il faut comprendre les points suivants. Il ne peut y avoir de programmes sociaux ambitieux, réduction de la pauvreté, éducation, etc., sans développement économique pour les financer. C'est aussi ce développement qui conduit à la mise au point de nouvelles technologies permettant de réduire les impacts de l'homme sur l'environnement, matériaux biodégradables, etc., ou d'améliorer le bien-être de l'humanité, vaccins, etc. Par ailleurs, sans croissance économique, il est impossible d'espérer nourrir les 3 milliards d'habitants supplémentaires qu'accueillera la planète d'ici 2050. Il ne peut y avoir de développement économique, sur le long terme, sans protection de l'environnement. L'épuisement des ressources naturelles, pétrole, bois, etc., la désertification ainsi que la pollution des terres, des océans et de l'air sont en effet des freins majeurs à ce développement. La dégradation environnementale commence par exemple à altérer la croissance économique de la Chine. 2, 3. De même, une étude récente a montré, voir chapitre 4, que les conséquences du changement climatique liées aux émissions de gaz à effet de serre pourraient coûter près de 2400 milliards de dollars par an à l'économie mondiale. 4. Il ne peut y avoir de réduction des inégalités sans protection de l'environnement. La pollution et le changement climatique, désertification, montée des océans, etc., par exemple, aggravent considérablement la situation des personnes les plus démunies. L'Organisation mondiale de la santé estime notamment que la pollution de l'eau fait mourir chaque année près de 1,6 million d'enfants de moins de 5 ans dans les pays pauvres. 5. De même, on estime que dans ces pays le changement climatique conduira près de 200 millions de personnes à migrer d'ici 2050. Il ne peut y avoir de protection de l'environnement sans réduction de la pauvreté. Pour survivre, les populations les plus pauvres sont en effet amenées à saccager les forêts, polluer les rivières, chasser des espèces animales protégées, etc. En visant simultanément le développement économique, le progrès social et la protection de l'environnement, le développement durable éviterait à l'humanité de négliger l'un de ces trois thèmes, donc de compromettre son avenir. Il la pousse à mettre en place un développement économique qui repose sur l'équité sociale et qui soit économe en énergie,
ressources, déchets, etc. Développement durable, mode d'emploi. Comment contribuer au développement durable? La réponse est simple. Les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les maires, les responsables d'associations, les citoyens, bref, nous tous devons optimiser nos décisions afin de favoriser à la fois l'efficacité économique, la protection de l'environnement et le progrès social. Optimiser signifie qu'il faut savoir modérer les progrès sur l'un de ces thèmes, pour accroître ceux des deux autres. Ce mode d'emploi est schématisé sur la figure 1. La durabilité y apparaît à l'intersection de 3 cercles symbolisant les domaines d'action économique, sociale et environnementale. Elle requiert de travailler simultanément dans ces 3 domaines. Négliger l'un d'eux conduirait à une situation vivable, équitable ou viable, mais pas durable. Certains considèrent que les 3 domaines n'ont pas la même importance, et qu'il faut donner un avantage à l'environnement dans l'optimisation des décisions. Selon eux, le futur de l'humanité est limité par la capacité de la planète à fournir des ressources et à absorber des déchets sans se dégrader. Ils estiment donc que l'optimisation doit toujours viser à maintenir cette capacité. On parle dans ce cas d'un développement avec une durabilité forte. D'autres pensent au contraire que les 3 domaines sont parfaitement équivalents, et qu'il ne faut pas biaiser l'optimisation. Ils estiment que la mise au point de nouvelles technologies permettra de réduire la production de déchets, et de pallier le manque de certaines ressources. On parle alors d'un développement avec une durabilité faible. Nous ne garderons pas cette distinction dans la suite de l'ouvrage. La mobilisation de tous les niveaux de la société est bien résumée par l'expression penser globalement et agir localement. Au niveau individuel, un Européen peut par exemple optimiser ses achats, en se procurant régulièrement selon son budget des produits dits équitables, plus chers que les autres mais pour lesquels il est certain que le producteur n'a pas été exploité, en acquérant préférentiellement des fruits de saison, pour réduire l'impact environnemental lié au transport de grandes quantités de fruits à partir de pays lointains, mais en sachant aussi choisir régulièrement des fruits exotiques pour soutenir les producteurs de pays en développement, etc. Tout individu peut aussi optimiser le nombre de ses déplacements, le choix de ses moyens de transport, le chauffage et le niveau d'isolation thermique de sa maison, etc. Au niveau collectif, une ville peut en permanence chercher à optimiser sa gestion afin de pouvoir améliorer son action dans les domaines environnementaux et sociaux, sans avoir à augmenter les impôts. Elle peut aussi tenter de modifier la circulation automobile, sens interdit, parking, transport en commun, etc., de façon à minimiser le trafic, donc les émissions de gaz d'échappement, le bruit, etc., sans pourtant pénaliser les commerces ou les entreprises, etc. De même, une entreprise peut accepter de réduire ses profits pour mener des actions sociales qui motivent son personnel, pour lancer des actions de protection de l'environnement qui améliorent son image auprès des consommateurs et les fidélisent, etc. Au niveau collectif, l'optimisation des décisions est en général difficile car elle soulève une opposition de la part des acteurs dont les projets sont ralentis pour en favoriser d'autres. Elle nécessite une compréhension unanime des enjeux. La suite de l'ouvrage s'attache à fournir les éléments nécessaires à cette compréhension. Figure 1. Schéma expliquant que le développement durable passe par l'optimisation des décisions dans les domaines économiques, social et environnemental. 2. Développement économique et développement humain. C'est peu après la Seconde Guerre mondiale que le terme développement a été introduit en langage courant pour exprimer les progrès réalisés par un pays. Son emploi a été popularisé par le président américain Harry S. Truman lors de son discours d'investiture de 2e mandat, le 20 janvier 1949. Jusqu'alors, on considérait par exemple que les plantes ou les enfants se développaient, c'est-à-dire évoluaient vers un état de maturité, mais on ne pensait pas que les pays le pouvaient aussi. Dans son discours, H. Truman indiquait que le développement d'un pays passait par la croissance économique, plus de production et ou plus de consommation, et invitait les pays pauvres à s'engager sur la voie de cette croissance. Dès lors, pour se développer, beaucoup d'entre eux ont imité les pays riches en cherchant à conquérir des marchés et à produire plus pour moins cher, quelles qu'en soient les conséquences sociales et environnementales. La quasi-totalité de la planète est ainsi entrée en compétition économique,
pour le bonheur des uns et le malheur des autres, et au détriment de l'environnement. Les règles internationales mises en place pour encourager et gérer la compétition ont progressivement conduit au libre-échange et à la mondialisation de l'économie. Un ouvrier européen ou américain doit aujourd'hui être compétitif face à un homologue indien ou chinois, lui-même étant sous la pression d'un flot continu de paysans qui quittent les campagnes de leur pays à la recherche d'un emploi à n'importe quelle condition. Enfin, parallèlement à la mondialisation de l'économie, la volonté de concilier la croissance économique, le progrès social et la protection de l'environnement a conduit à l'émergence de la notion de développement durable. Le discours de H. Truman a initié un processus qui a en partie façonné le monde dans lequel nous vivons, près de 60 ans plus tard. On peut imaginer que son contenu résulte d'une prodigieuse vision de l'avenir, il n'en est rien. La notion de développement avancée par H. Truman est le fruit de courants de pensée dominants, du talent de l'équipe en charge de préparer le discours et du hasard. Le présent chapitre explicite ces 3 points et montre comment la notion de développement s'est imposée. Il indique aussi comment le niveau de développement d'un pays est évalué, et dresse enfin un bilan des conséquences du discours de H. Truman. Les courants de pensée à la base du discours de H. Truman. Le président Truman a abordé la notion de développement dans le 4e point de son discours d'investiture. Dans les 3 premiers, il expliquait que les États-Unis continueraient de soutenir la nouvelle Organisation des Nations Unies, qu'ils poursuivraient leur aide pour la reconstruction européenne et enfin, qu'ils participeraient à la création d'une organisation de défense de l'Atlantique Nord, l'OTAN, pour faire face à la menace soviétique. Ce qui est maintenant appelé le point 4 avait pour objet de présenter un programme d'assistance technique et scientifique aux pays pauvres, afin de les aider à se développer, et notamment à produire et à consommer plus. Ce programme s'inscrivait dans 2 courants de pensée dominants dans les milieux politiques américains de l'après-guerre. L'un recommandait d'enrayer la montée du communisme partout où cela était possible. L'autre de réorganiser le monde de façon à ce que les États-Unis aient un rôle de leader en temps de paix. Engager les pays pauvres dans un processus de développement répondait à ces 2 objectifs. Le développement devait en effet générer une prospérité susceptible de repousser le communisme et conduire à de nouveaux rapports entre les nations, fin du colonialisme, échanges commerciaux, etc. De plus, il reposait sur l'expertise technique et scientifique qui était l'un des atouts majeurs des États-Unis à l'époque. L'expertise technique et scientifique pour lutter contre le communisme. Les États-Unis ont commencé à considérer l'expertise technique et scientifique comme un outil de politique internationale à partir de 1938. Face à l'imminence de la guerre en Europe, le président Franklin D. Roosevelt cherchait à resserrer les liens entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine, afin que ceux-ci s'alignent sur sa politique en cas de conflit. La coopération technique et scientifique paraissait être un moyen efficace, peu onéreux, peu polémique et susceptible de créer des liens culturels pérennes. De 1938 à 1945, le département d'État a donc été chargé d'engager des projets de coopération avec ces pays dans des domaines aussi divers que les statistiques, les maladies tropicales, les forêts, la pêche, les routes, la météorologie, etc. 6. Quand les États-Unis sont entrés en guerre en 1941, la plupart des pays d'Amérique latine se sont rangés à leur côté. Il est peu probable que la coopération technique et scientifique soit seule à l'origine de ce ralliement. Néanmoins, le département d'État a considéré qu'elle avait été utile et pouvait servir de nouveau. Ce fut le cas à la fin du conflit. Les États-Unis ont commencé à s'opposer à l'expansion du communisme à partir de 1945. L'Union soviétique était alors la 2e puissance militaire de la planète et était déjà perçue comme l'ennemi de demain. De même en Chine, l'imminence d'une nouvelle guerre civile entre communistes et nationalistes posait problème pour la stabilité de l'Asie. L'un des moyens retenus par le gouvernement américain dans sa lutte contre le communisme consistait à aider les pays impliqués dans la Seconde Guerre mondiale à redresser leur économie. L'objectif était d'éviter que ces pays ne sombrent dans la misère ou le chaos, considérés comme étant les terreaux du communisme. Par ailleurs,
Leur redressement économique devait aussi permettre une reprise du commerce international, ce qui ne pouvait être que profitable aux États-Unis. Des programmes d'assistance financière et matérielle ont donc été engagés dès 1946 pour aider les Philippines à devenir indépendantes, rebâtir l'économie du Japon, ou soutenir la Grèce et la Turquie. Mais le plus gros effort a été engagé en 1947 avec le lancement du plan Marshall destiné à l'Europe. Entre 1948 et 1951, les États-Unis ont consacré plus de 13 milliards de dollars de l'époque au redressement de l'Europe, soit chaque année environ 8% de budget de l'État ou 2% du produit intérieur brut américain, ce qui représenterait aujourd'hui de l'ordre de 260 milliards de dollars par an. 7. L'essentiel de l'aide a été fourni sous forme de dons destinés à acheter des produits américains, mais 30 millions de dollars ont aussi été consacrés à une assistance technique et scientifique. 8. Des milliers d'experts américains ont été envoyés en Europe, et des milliers d'Européens ont visité les États-Unis pour y étudier les méthodes de production industrielle et agricole. Dès 1947, il était clair que par manque de moyens les États-Unis devraient limiter leur programme d'aide ultérieur à de l'assistance technique et scientifique, comme le montre cette déclaration d'un responsable du département d'État, O.H. Deming. 9. Les États-Unis sont engagés comme jamais auparavant dans une action de vente de la démocratie à l'étranger. Les États-Unis ne peuvent pas indéfiniment soutenir la démocratie partout dans le monde avec de l'argent ou du matériel. Mais ils peuvent, à un coût relativement faible, continuer de financer et de transférer dans les esprits et les mains d'autres personnes les connaissances et les savoir-faire spéciaux nécessaires pour que ces personnes établissent une économie prospère dans une société libre. L'équipe en charge de la rédaction du discours d'investiture de H. Truman a repris ces arguments, presque mot pour mot, pour expliquer comment les États-Unis pouvaient aider les pays pauvres à se développer. C'était, en conséquence, à s'écarter du communisme. L'expertise technique et scientifique au service du leadership. En 1945, les États-Unis étaient de très loin la plus grande puissance économique et militaire de la planète. Ils avaient des troupes sur tous les continents et fournissaient une aide matérielle et financière à de nombreux pays. Cette suprématie les avait placés au cœur des relations internationales, bien qu'ils n'y soient pas vraiment préparés comme l'indique cet extrait d'un article écrit par un fonctionnaire du département d'État de l'époque. Louis Gial, 10. Les hommes du département d'État devaient régler les problèmes les plus compliqués qu'ils aient connus. Ils n'avaient pas de politique étrangère pour les guider. La position traditionnelle de non-implication dans les politiques des autres continents était en ruine. La politique de collaboration avec Moscou ne fonctionnerait bientôt plus, et l'effort pour la maintenir semblait échouer. La Chine devenait hostile. À cette époque, on parlait beaucoup de la nécessité d'établir une réflexion et une planification de long terme, et à cette fin les hommes du département d'État tentaient de s'organiser. Mais ils n'avaient aucune philosophie, aucune théorie, aucun recueil de principes applicables sur lesquels s'appuyer. Leurs efforts de planification s'embourbaient généralement dans des questions d'actualité, telles que « Que faire avec le câble italien sous l'océan Atlantique ?» La notion de développement avancée par H. Truman dans son discours d'investiture visait à aider les États-Unis à structurer une action internationale qui leur donnerait un rôle politique et économique majeur en temps de paix. Pour acquérir ce rôle, il fallait d'abord en finir avec le colonialisme qui procurait un avantage considérable aux pays européens. Le processus de décolonisation avait été engagé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il fut maintenu sous la pression des États-Unis et quasiment achevé 20 ans plus tard. Il fallait aussi proposer aux pays nouvellement indépendants un objectif commun qui ne pouvait être atteint que sous le leadership américain. Le développement était un objectif qui convenait parfaitement, car il s'appuyait en grande partie sur l'expertise technique et scientifique qui était l'un des atouts majeurs des États-Unis à l'époque. En acceptant de s'engager sur la voie du développement, les pays pauvres ont donné aux États-Unis un leadership économique et politique qu'ils détiennent encore en partie. Les experts américains ont ainsi eu une influence majeure dans l'économie mondiale de l'après-guerre, notamment au travers de l'innovation technologique dans les domaines informatiques, nucléaires, aéronautiques, spatiales, etc. Ils ont aussi beaucoup contribué aux relations internationales des États-Unis,
au travers d'actions de formation, de conseil ou de coopération. Leur rôle a été analysé dans un article de l'historien américain Clark A. Miller, dont voici un extrait 6. Les années juste après la Seconde Guerre mondiale ont apporté une transformation géopolitique et organisationnelle de l'ordre mondial. La science et la technologie ont beaucoup contribué à cette transformation. Une partie de leur influence résultait de leur utilisation comme instrument de sécurité nationale. La bombe atomique, puis les missiles balistiques, ont fondamentalement modifié les rapports de force entre les nations. Ce qui est moins bien connu, c'est à quel point la transformation de l'ordre mondial de l'après-guerre résultait aussi d'une contribution de la science et de la technologie à un changement profond dans la pratique et la conduite de la diplomatie ainsi que dans l'organisation de l'État pour traiter les affaires internationales. Ce changement résultait de la présence sans cesse croissante d'experts scientifiques et techniques dans les affaires diplomatiques. Sur des questions allant de la limitation des armements et de la stabilisation des marchés financiers, à la santé publique et à la navigation aérienne, ils ont prêté leur expertise aux affaires quotidiennes de la politique étrangère de l'après-guerre, complétant et parfois même remplaçant des diplomates. En particulier, dans les agences spécialisées des Nations Unies et dans les programmes d'assistance technique et économique, des scientifiques, des ingénieurs, des économistes, des agronomes et d'autres experts sont devenus des acteurs de première ligne dans les négociations ainsi que dans la création et la gestion des nouvelles institutions et des programmes de politique. Un discours bien construit pour une nouvelle conception du monde. Le plan d'aide aux pays pauvres proposé par le président Truman s'inscrivait donc dans un contexte de lutte contre le communisme et de recherche de suprématie par les États-Unis. Pour le présenter de façon compréhensible et mobilisatrice, une nouvelle conception du monde a été imaginée par l'équipe en charge de préparer le discours. Cette conception reposait sur l'existence de deux types de pays, les pays développés, qui grâce à un système économique basé sur la production, la consommation et le commerce avaient réussi à atteindre un haut niveau de vie, et les pays sous-développés qui n'étaient pas parvenus à mettre en place un tel système et où les conditions de vie étaient difficiles. L'aide des États-Unis et de leurs alliés avait pour but de permettre aux pays sous-développés de produire, consommer et commercer afin de se développer et progressivement combler leur retard par rapport aux pays riches. Elle devait être apportée par les gouvernements et le secteur privé, essentiellement sous la forme d'assistance technique et scientifique, et d'investissement. Voici comment ce plan a été présenté dans le point 4.11. Quatrièmement, il nous faut lancer un nouveau programme audacieux qui mette les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié de la population du monde vit dans des conditions voisines de la misère. Ces personnes ont une nourriture insatisfaisante. Elles sont victimes de maladies. Leur vie économique est primitive et stationnaire. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour elles que pour les régions plus prospères. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité détient les connaissances et le savoir-faire capables de soulager la souffrance de ces personnes. Les États-Unis occupent parmi les nations une place prééminente dans le développement des techniques industrielles et scientifiques. Les ressources matérielles que nous pouvons nous permettre d'utiliser pour l'assistance à d'autres peuples sont limitées. Mais nos ressources immatérielles en connaissances techniques ne cessent de croître et sont inépuisables. Je crois que nous devrions mettre à la disposition des peuples pacifiques les avantages de notre réserve de connaissances techniques, afin de les aider à réaliser la vie meilleure à laquelle ils aspirent. Et, en collaboration avec d'autres nations, nous devrions encourager l'investissement de capitaux dans les régions où le développement fait défaut. Notre but devrait être d'aider les peuples libres du monde à produire par leurs propres efforts, plus de nourriture, plus de vêtements, plus de matériaux de construction, plus d'énergie mécanique afin d'alléger leur fardeau. Nous invitons d'autres pays à mettre en commun leurs ressources technologiques dans cette opération. Leurs contributions seront accueillies chaleureusement. Cela doit constituer une entreprise collective à laquelle toutes les nations collaborent à travers les Nations Unies et ses institutions spécialisées, pour autant que cela soit réalisable. Il doit s'agir d'un effort mondial pour atteindre la paix, l'abondance et la liberté. Avec la collaboration des milieux d'affaires, du capital privé,
de l'agriculture et du monde du travail de ce pays, ce programme peut fortement accroître l'activité industrielle des autres nations et élever substantiellement leur niveau de vie. L'ancien impérialisme, l'exploitation au service du profit étranger, n'a rien à voir avec nos intentions. Ce que nous envisageons, c'est un programme de développement fondé sur les concepts d'une négociation équitable et démocratique. Tous les pays, y compris le nôtre, profiteront largement d'un programme constructif qui permettra de mieux utiliser les ressources humaines et naturelles du monde. L'expérience montre que notre commerce avec les autres pays s'accroît, au fur et à mesure qu'ils progressent dans les domaines industriels et économiques. Une plus grande production est la clé de la prospérité et de la paix. Et la clé pour une plus grande production est une plus large et plus vigoureuse application des connaissances scientifiques et techniques modernes. En temps voulu, quand notre stabilité deviendra évidente, quand de plus en plus de nations commenceront à connaître les bienfaits de la démocratie et à profiter de l'abondance croissante, je crois que ces nations qui s'opposent à nous abandonneront leurs illusions et rejoindront les nations libres du monde. Le point 4 est habilement construit. Gilbert Rist l'analyse comme un nouvel évangile 12. L'intérêt du point 4 tient aussi à la manière dont il est structuré. Il peut se décomposer en 4 parties d'inégale longueur. La première rappelle la situation désespérée dans laquelle vit plus de la moitié des personnes de ce monde, soumises à l'horreur de la faim et de la misère. Puis, à ceux qui sont ainsi perdus dans une situation apparemment sans espoir, on annonce une bonne nouvelle. Pour la première fois de l'histoire, quelque chose a changé qui permet de transformer leur vie. Grâce à cette nouveauté inouïe, le bonheur est à portée de main. À condition toutefois de mobiliser les énergies, de produire plus, d'investir, de se mettre au travail, d'intensifier les échanges. Alors enfin, si l'on saisit cette chance, si l'on consent aux efforts demandés, alors s'ouvrira une ère de bonheur, de paix et de prospérité dont tous profiteront. Un évangéliste américain ne dirait pas autre chose. À ceux qui sont livrés au péché et à la mort, Jésus-Christ annonce le salut, pour autant qu'ils se conforment aux exigences de la foi, car c'est ainsi qu'ils pourront parvenir à la vie éternelle et jouir de la félicité promise aux élus. Le discours du président Truman était destiné d'abord à ses compatriotes qui ne pouvaient être insensibles à cette manière de présenter l'histoire du monde. Elle était en effet d'autant plus vraisemblable qu'elle correspondait sur le mode profane à la vérité proclamée par l'Église. Du même coup, l'interrogation sur le développement deviendra impossible. Certes, il sera loisible de débattre de ses modalités, des moyens d'accélérer la croissance ou d'en répartir les effets de manière plus équitable, mais le caractère transitif du développement, c'est-à-dire l'intervention qu'il représente dans les affaires internes d'une nation, ne sera pas mise en cause. On ne s'attaque pas à une croyance qui détermine un programme visant au bonheur, on ne parle pas de ce qui va de soi, tout au plus peut-on chercher à l'améliorer. Dans le point 4, H. Truman utilise le terme développement pour exprimer successivement l'amélioration des conditions de vie, la croissance économique, l'amélioration des techniques industrielles et scientifiques, et l'accroissement de l'activité industrielle. Le terme développement est depuis resté dans l'ambiguïté, et a fait l'objet de nombreuses interprétations. La définition aujourd'hui la mieux acceptée est probablement la suivante. Un pays qui se développe est un pays qui subit des transformations industrielles, sociales, culturelles et politiques qui induisent de la croissance économique et du progrès social, amélioration du bien-être, de la santé, de l'éducation, etc. Comme déjà mentionné, le développement est très souvent mesuré uniquement en termes de croissance économique, à l'aide du PIB. Pour être précis, il faut dans ce cas utiliser l'expression développement économique. Nous le faisons dans la suite de l'ouvrage. Comme H. Truman, certains auteurs réservent implicitement l'utilisation du terme développement aux pays sous-développés, le développement étant le moyen de combler leur retard par rapport aux pays riches. Mais l'usage du terme est aussi très souvent généralisé à tous les pays, pour exprimer leur croissance économique et leur progrès social. Il est à noter que l'expression pays sous-développés a rapidement été remplacée par celle de pays en développement, jugée moins péjorative. Le rôle du hasard. Le point 4 n'est pas uniquement le fruit de courants de pensée dominants et du talent de l'équipe en charge de préparer le discours. Il résulte aussi du hasard, comme le raconte un témoin, El Al, 10.
En 1948, le gouvernement menait depuis quelques années des programmes d'assistance technique en Amérique latine, et seulement là. Il paraissait raisonnable que cette nouvelle façon de mener des relations internationales puisse être aussi utile ailleurs dans le monde. Et je me rappelle en particulier un événement, un soir à la fin d'une journée de travail, quand le directeur adjoint des affaires des républiques américaines et moi discutions de façon informelle de cette possibilité. Puis, en novembre 1948, un message de routine de l'assistant en charge de l'écriture des discours du président à la Maison-Blanche demanda au département d'envoyer, en temps utile, toutes ses propositions pour le contenu de l'allocution inaugurale que le président devait faire en janvier. Suivant les procédures établies en cette matière, le directeur du Bureau des Affaires publiques monta une réunion avec les divisions intéressées, à laquelle mon ami le directeur adjoint assista pour représenter les affaires des républiques américaines. Un certain monsieur Ben Hardy, un bloc-notes sur les genoux, nota les différentes propositions au fur et à mesure qu'elles étaient acceptées durant la réunion. La première proposition acceptée fut une déclaration de soutien aux Nations Unies. La seconde fut une assurance que le programme de redressement européen serait poursuivi. La troisième l'annonce de l'intention d'organiser une défense commune avec les nations libres de la zone atlantique. Une autre. Il y eut une pause pendant laquelle chacun réfléchissait. Le directeur adjoint, se rappelant notre conversation d'un soir, rompit le silence en demandant « Que pensez-vous d'une assistance technique aux pays sous-développés ?» Le terme sous-développé n'avait pas encore été inventé, comme nous avions fait en Amérique latine. « C'est une bonne idée, » dit le directeur des affaires publiques Notla Ben. Ainsi le point 4 fut décidé sans autre discussion, et la réunion s'acheva. Quand les 4 points proposés pour l'allocution du président montèrent au travers de la machine à approuver du département, le 4e fut abandonné. Ici je n'ai pas les détails, mais je n'ai aucune difficulté à imaginer. Tout responsable se devait de demander quelles idées et analyses devaient entrer dans la proposition d'un programme visant à fournir une assistance technique à des pays aux 4 coins du monde. Quel pays spécifiquement ? Quel type d'assistance technique spécifiquement ? À quelle échelle ? Combien cela coûterait-il ? Jusqu'à ce que de premières réponses à ces questions soient au moins disponibles, jusqu'à ce que la faisabilité d'un tel programme soit au moins établie, il serait irresponsable de le faire annoncer par le président. Donc, les 3 premiers points sans le 4e furent envoyés à la Maison-Blanche. Quelques jours plus tard, le directeur des affaires publiques reçut un appel téléphonique de l'assistant du président, qui se plaignait que les 3 points, bien qu'étant OK en eux-mêmes, n'étaient que des propositions à l'emporte-pièce. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.